Lorsque nous sommes confrontés à l'inimaginable, beaucoup d'entre nous souhaiteraient simplement se réveiller de ce cauchemar. Mais pour certaines personnes, la réalité les pousse au bord du précipice. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles s'en sortent vivantes. Il ne s'agit pas ici de scènes de film, mais bien d'expériences réelles et terrifiantes vécues par ces personnes ayant défié la mort de manière incroyable. Accrochez-vous, car en découvrant les 10 survivants de l'impensable, vous pourriez bien perdre pied. Numéro 10. Aaron Ralston. Imaginez organiser une randonnée en solitaire dans l'une des régions les plus isolées et magnifiques du pays des canyons de l'Utah. C'était précisément le projet d'Aaron Ralston lorsqu'il se lança dans ce qui devait être une simple journée d'aventure le 26 avril 2003. Mais il ignorait que cette journée allait le pousser aux limites extrêmes de l'endurance humaine et transformer sa vie à jamais. Aaron est né à Marion, dans l'Ohio, en 1975. Lorsque sa famille déménagea à Denver, au Colorado, alors qu'il avait 12 ans, il se retrouva entouré des montagnes rocheuses. Ce fut un véritable coup de foudre. Il poursuivit ses études à l'université Carnegie Mellon, en Pennsylvanie, où il travaillait comme guide de rafting pendant l'été et obtint une double spécialisation en ingénierie mécanique. Aaron travailla pendant 5 ans comme ingénieur mécanique pour la société technologique Intel dans les États de l'Arizona, de Washington et du Nouveau-Mexique. Cependant, en 2002, sa passion pour l'alpinisme le poussa à quitter son emploi afin de consacrer plus de temps à la montagne. Aaron avait de grands rêves. Il souhaitait gravir les 59 sommets de 14 000 pieds du Colorado, seul et en hiver. On peut dire sans trop se tromper qu'Aaron était ambitieux, déterminé et un peu têtu aussi. Tout allait bien et sa vie ressemblait à un rêve devenu réalité jusqu'à ce qu'un événement tragique bouleverse tout. Le 26 avril 2003, Aaron, alors âgé de 27 ans, décida d'explorer le Blue John Canyon, un canyon isolé de l'Utah. Se sentant en confiance, il ne prit pas la peine de prévenir qui que ce soit de sa destination. Après tout, que pouvait-il arriver? Eh bien, beaucoup de choses, en réalité. Alors qu'il descendait dans une section du canyon d'environ 90 cm de large et 3 mètres de profondeur, un rocher de 360 kg coincé entre les parois décida de se joindre à l'aventure. Le rocher se décrocha et tomba sur l'avant-bras droit d'Aaron, le coinçant contre la paroi du canyon. Le problème? Le rocher ne comptait pas bouger. Aaron passa 6 jours pris au piège dans ce canyon de grès, consommant peu à peu l'eau et la nourriture qu'il avait prévue pour une sortie d'une journée. Il tenta tous les moyens possibles pour se libérer. Tirer, pousser, rien n'y fit. Alors que son eau venait à manquer, il fut contraint de s'hydrater de manière peu rafraîchissante. La situation devenait critique. Il enregistra même plusieurs messages destinés à sa famille et à ses amis, acceptant l'idée qu'il pourrait ne jamais s'en sortir vivant. Au 4e jour, Aaron tenta désespérément de s'amputer le bras, mais se heurta à un problème. Il devait d'abord briser les os avant de pouvoir couper. Le seul outil à sa disposition était un couteau de poche bon marché, intégré à un multi-outil qui ne pouvait pas couper les os. Résigné à son sort, il enregistra des messages d'adieu pour ses proches et grava son nom, sa date de naissance et la date présumée de son décès sur la paroi du canyon. Le matin du 6e jour, Aaron remarqua que son bras commençait à se décomposer. Cela lui donna une idée. Il parvint à briser son radius et son cubitus en tordant violemment son bras contre le rocher. Avec les os brisés, il réussit à s'amputer le bras en utilisant le couteau, tout en utilisant un tuyau de sac à eau comme garrot. Le processus fut atrocement douloureux, mais Aaron était décidé à ne pas laisser la douleur le vaincre. Après s'être amputé le bras, Aaron escalada hors du canyon, descendit en rappel sur 20 mètres et parcourut plusieurs kilomètres à pied, épuisé et affaibli. Alors qu'il semblait à bout de force, il croisa une famille de randonneurs qui alerta immédiatement les secours. Heureusement, les secouristes cherchaient déjà Aaron dans la région et un hélicoptère se trouvait à proximité. Ils le retrouvèrent environ 4 heures après son amputation. À son arrivée à l'hôpital, Aaron avait perdu 25% de son volume sanguin total et plus de 18 kilos. Plus tard, les autorités récupérèrent son bras coincé sous le rocher, qu'elles durent soulever à l'aide d'un treuil hydraulique. Suite à son sauvetage, Aaron devint une célébrité médiatique et raconta son expérience dans son livre Between a Rock and a Hard Place, adapté ensuite au cinéma sous le titre 127 heures. Aujourd'hui, Aaron est conférencier motivateur et partage son histoire avec des publics du monde entier. Numéro 9. Julian Kupske. Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de tomber du ciel pour atterrir en plein milieu d'une jungle? Disons, la forêt amazonienne.
Cela ressemble à un horrible cauchemar, mais pour Juliane Köpke, c'était bel et bien réel. À seulement 17 ans, elle a vécu une expérience choquante qui a bouleversé sa vie à jamais. L'histoire de Juliane commence par une enfance peu ordinaire. Née de parents allemands en 1954, elle a grandi dans la jungle péruvienne qu'elle allait bientôt devoir traverser pour survivre. Son père, Hans Wilhelm Köpke, était un zoologiste renommé et sa mère, Maria Köpke, une scientifique spécialisée dans les oiseaux tropicaux. Ensemble, ils ont fondé une station de recherche biologique appelée Panguana pour étudier l'écosystème luxuriant de la forêt amazonienne. En grandissant sur la station, Juliane se décrivait comme une enfant de la jungle. Tandis que la plupart des enfants jouaient dans des jardins, elle explorait la dense forêt amazonienne peuplée de nombreuses créatures sauvages. Cette exposition précoce à la faune allait s'avérer cruciale pour la suite de son aventure. Tout commença le 24 décembre 1971, lorsque Juliane et sa mère montèrent à bord du vol Lança 508 de Lima à Pucallpa. Ce vol, supposé être court et agréable, allait prendre une tournure tragique. Installée au deuxième rang depuis l'arrière de l'avion, Juliane occupait un siège près du hublot, tandis que sa mère était assise à côté d'elle. Elle profitait tranquillement de leur collation, ignorant ce qui les attendait. 15 minutes avant l'atterrissage prévu, le ciel s'assombrit brusquement. La lumière du jour laissa place à une nuit soudaine, illuminée par des éclairs jaillissant de toutes parts. La turbulence secoua violemment l'avion, puis un éclair frappa l'appareil. Juliane se souvient des cris des passagers et du bruit des moteurs, jusqu'à ce que tout ce qu'elle pouvait entendre soit le souffle du vent dans ses oreilles. L'avion commença à se désintégrer en plein vol. Attachée à son siège, Juliane fut arrachée de l'appareil alors qu'il se désintégrait autour d'elle. « Je n'étais plus dans la cabine », déclara-t-elle plus tard. « J'étais à l'air libre. Ce n'est pas moi qui avais quitté l'avion. C'était l'avion qui m'avait quitté. » La jeune fille chuta de 3000 mètres dans les airs avant de traverser la canopée de la jungle. Lorsque Juliane se retrouva au sol, elle était encore en vie. Elle avait une clavicule cassée, une profonde blessure au bras et portait une seule chaussure. C'était un miracle, mais ce n'était que le début de son incroyable histoire de survie. Après une recherche infructueuse pour retrouver sa mère, Juliane entreprit seule une marche pour survivre. Se sentant désespérée et impuissante, elle se souvint du conseil de son père, suivre le cours d'eau en descendant, car cela mènerait à la civilisation. Dans la forêt amazonienne, trouver de l'eau était la seule chance de survie. Les nuits étaient terrifiantes, peuplées des bruits inquiétants de la jungle. Mais Juliane continua d'avancer, jour après jour. Le 9e jour, elle tomba sur une cabane où elle décida de se reposer. Elle pensa qu'elle allait probablement mourir seule là-bas. Mais soudain, elle entendit des voix. Elles appartenaient à 3 bûcherons péruviens qui vivaient dans la cabane. Juliane raconta plus tard que le premier homme qu'elle vit lui parut tel un ange. Cependant, les hommes furent d'abord effrayés, la prenant pour un esprit de l'eau qu'ils appelaient Yema Jaout. Malgré leur méfiance initiale, ils la laissèrent passer la nuit dans la cabane. Le lendemain, ils la transportèrent en bateau jusqu'à un hôpital local dans une petite ville voisine. Après 11 jours éprouvants passés seule dans la jungle, Juliane fut sauvée. Une fois soignée pour ses blessures, elle retrouva son père. C'est à ce moment qu'elle apprit que sa mère avait survécu à la chute initiale, mais avait succombé à ses blessures peu après. Juliane aida ensuite les autorités à localiser l'épave de l'avion. Au cours des jours qui suivirent, les corps des 92 passagers furent retrouvés et identifiés. Juliane Köpke était la seule survivante de la catastrophe. Son histoire est un mélange de chance inouïe et de résilience extraordinaire. Numéro 8. Ricky McGee. L'outback australien est une vaste région reculée et peu peuplée, couvrant plus de 70% du continent australien. C'est un habitat naturel pour de nombreuses espèces animales. Maintenant, imaginez-vous dans un tel environnement. C'était la situation de Ricky McGee, un mélange de survie, de malchance et d'une pincée d'humour. En janvier 2006, Ricky McGee, âgé de 35 ans, partit pour un travail à Port Hedland, en Australie occidentale. Mais cette journée avait d'autres plans pour lui. Originaire du Queensland, Ricky n'était ni un amateur d'aventure, ni quelqu'un cherchant à tester ses limites dans la nature. C'était un citadin ordinaire, conduisant à travers le territoire du Nord pour se rendre à son nouvel emploi. Il allait rendre visite à un ami avant de commencer son travail lorsque les choses prirent une tournure tragique. D'après son récit, il avait décidé de prendre des autostoppeurs qui prétendaient être en panne de carburant. Offrir son aide fut peut-être une des décisions les moins brillantes
brillante de sa vie. Pendant le trajet, l'un des passagers lui offrit une boisson. 21 minutes plus tard, il commença à se sentir étourdi, et ce fut la dernière chose dont il se souvint. À son réveil, il était à moitié enterré au milieu de nulle part, sans savoir comment il était arrivé là. Avait-il été drogué, volé ou enlevé par des extraterrestres? Il n'en avait aucune idée. Presque tout le monde aurait paniqué en se retrouvant dans une telle situation, sachant que l'Outback n'est pas connu pour son hospitalité. Mais Ricky était déterminé à ne pas se laisser abattre. Avec pour seuls outils son esprit et un briquet cassé, il était prêt à faire de l'Outback son foyer temporaire. Il se souvint rapidement de la première règle de survie dans l'Outback, oublier un régime alimentaire équilibré. Il se nourrissait de grenouilles, de sangsues, de sauterelles et de tout ce qu'il pouvait trouver pour survivre. Les jours se transformèrent en semaines et sa situation ne cessa d'empirer. Mais Ricky fit preuve d'une grande résilience, réussissant même à préserver sa santé mentale malgré ses 71 jours d'errance. Oui, vous avez bien entendu, 71 jours dans l'Outback. Finalement, après plus de 2 mois d'isolement, son cauchemar prit fin lorsqu'un groupe de travailleurs de station le découvrit. Amaigri et affaibli, il fut sauvé et transporté en lieu sûr. Il avait perdu énormément de poids, passant de 105 kg à seulement 48 kg. Suite à son sauvetage, l'histoire de Ricky fit sensation. Il publia un livre intitulé « Left for Dead in the Outback », partageant son incroyable histoire de survie et expliquant comment il avait fini là-bas. L'Outback avait tenté de lui prendre la vie, mais Ricky McGee s'en sortit avec une histoire que peu d'entre nous pourraient imaginer. Numéro 7. Anna Elizabeth Johansson Bogenholm. Anna n'avait pas l'intention de faire la une des journaux, ni de vivre un miracle médical lorsqu'elle partit skier, mais la vie en décida autrement. Le soir du 20 mai 1999, Anna Bogenholm et 2 de ses collègues décidèrent de skier dans les montagnes, près de Narvik, en Norvège. Âgée de 29 ans à l'époque, Anna étudiait pour devenir chirurgienne orthopédique. Excellente skieuse, elle et ses collègues, Marie Falkenberg et Tvind Nim, prirent une piste de montagne escarpée qu'elle connaissait bien. Mais ce jour-là, la nature se montra imprévisible. En descendant, Anna perdit le contrôle de ses skis et tomba tête la première sur une couche de glace de 20 cm d'épaisseur. Sous cette glace se trouvait un ruisseau gelé. La glace, qui semblait solide, se brisa sous son poids et l'envoya dans les eaux glacées en contrebas. Lorsque ses amis la retrouvèrent, seules ses jambes et ses skis dépassèrent de la glace. Ils tentèrent de la tirer en arrière, mais elle était bloquée par les rochers et la glace. Ils appelèrent les secours, mais la situation paraissait désespérée. Coincée sous une couche de glace, la scène ressemblait davantage à un film d'horreur qu'à la réalité. Heureusement, sous l'eau, Anna trouva une poche d'air et s'efforça de rester consciente en attendant les secours. Mais après 40 minutes dans l'eau glacée, son corps devint immobile et elle perdit connaissance. L'hypothermie s'installa, ralentissant son cœur, et sa température corporelle chuta à 13,7 degrés Celsius, la température la plus basse jamais enregistrée chez un être humain ayant survécu. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais le corps d'Anna avait d'autres plans. Les secouristes arrivèrent finalement avec une pelle de jardinage et réussirent à creuser la glace pour la dégager. Elle avait passé 80 minutes dans l'eau glacée et, à première vue, tout le monde la croyait cliniquement morte. Elle n'avait ni pouls, ni signe de vie, et son corps était raide. Pourtant, au lieu de la déclarer morte, l'équipe médicale décida de tenter une dernière manœuvre. Ils mirent tout en œuvre pour réchauffer lentement son corps. Contre toute attente, son cœur recommença à battre et Anna revint à la vie. Cependant, il lui fallut plus d'1 an pour se remettre, car certains de ses nerfs avaient été gravement endommagés. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour la recherche sur l'hypothermie et la survie dans des conditions extrêmes. Elle nous rappelle que, même quand tout semble perdu, cela vaut la peine d'essayer une dernière fois. Numéro 6. Nando Parado. Dans cette histoire imprévisible qui ressemble à un roman, personne ne sait ce que l'instant suivant lui réserve. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple vol au-dessus des Andes devienne l'une des histoires de survie les plus incroyables jamais racontées. En 1972, Nando Parado était un étudiant de 22 ans qui passait une grande partie de son temps libre à jouer au rugby. Lorsque son équipe, les Old Christians de Montevideo, en Uruguay, eut l'opportunité de se rendre à Santiago du Chili pour un match, il invita avec enthousiasme sa mère et sa sœur à l'accompagner. Il ignorait alors que ce voyage allait devenir la plus grande épreuve de sa vie. Le 13 octobre, l'avion affrété dans lequel voyageait le groupe
ne parvint pas à franchir un sommet. La dernière chose dont Parado se souvient, c'est d'avoir regardé par la fenêtre et vu la montagne juste en dessous de l'avion. Puis vinrent un bruit assourdissant, l'obscurité et un coup à la tête qui le laissa inconscient pendant plusieurs jours. Lorsqu'il reprit connaissance, l'horreur se dévoila pleinement. L'avion s'était brisé en deux et s'était écrasé dans une zone montagneuse et dangereuse à la frontière entre l'Argentine et le Chili. C'était comme si l'univers avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. Beaucoup des 45 passagers du vol étaient morts sur le coup ou peu après l'impact, y compris la mère et la sœur de Parado. Leurs décès ajoutèrent une nouvelle couche de traumatisme à ce qui était déjà une catastrophe terrible. Une fois le choc initial passé, commença alors le défi de survivre dans certaines des conditions les plus hostiles possibles. Coincé à une altitude d'environ 2400 mètres, sans végétation ni animaux, et avec des températures descendant à moins 20 degrés Celsius, Parado dut rapidement réfléchir aux moyens de survivre. La perte de sa famille raviva en lui une détermination. Il devait survivre et rentrer chez lui pour son père. Il ne laisserait pas la montagne le briser. Parado se souvient de ses premiers jours avec une certaine fierté, sachant que chaque survivant avait réussi à accomplir un exploit malgré les énormes difficultés. Avec des provisions limitées et aucune perspective de secours, Nando et les autres durent prendre une décision impensable, soit consommer les corps de leurs amis décédés pour rester en vie, soit mourir. Après 2 mois d'attente douloureuse, Nando, accompagné de 2 autres survivants, Roberto Canessa et Antonio Vizintin, décida de s'aventurer dans les montagnes à la recherche d'aide. Si personne ne venait les secourir, ils devaient être ceux qui iraient chercher du secours. Ils marchèrent pendant 10 jours, affrontant les éléments et leurs propres faiblesses. Leur périple fut marqué par des moments de désespoir et une détermination sans faille. À un moment, Nando raconta qu'il était si fatigué qu'il envisagea de demander son chemin à un bonhomme de neige. Finalement, alors qu'ils cherchèrent du bois pour faire un feu près d'une rivière, Nando et Canessa aperçurent un homme à cheval de l'autre côté de l'eau et agitèrent les bras pour attirer son attention. Le courant de la rivière était si fort qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Alors ils attachèrent un message autour d'une pierre qu'ils lancèrent de l'autre côté. Le berger comprit le message et revint le lendemain avec des secouristes. 2 jours plus tard, des hélicoptères d'urgence atteignirent le site de l'accident et évacuèrent les membres restants du groupe. Au total, 16 personnes survécurent et rentrèrent chez elles à temps pour Noël. Aujourd'hui, Nando n'est pas seulement un survivant, il est devenu un symbole d'espoir et de détermination. Numéro 5. Poon Lim. Poon Lim n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un symbole de survie. Mais comment aurait-il pu se préparer à ce qu'il allait affronter? C'est exactement ce qu'il ressentait lorsqu'il se retrouva dans cette situation imprévisible. Poon Lim est né en Chine en 1918, dans un village de pêcheurs. Très jeune, il apprit à nager. À l'âge de 10 ans, sa famille déménagea en Malaisie, où il continua à travailler dans l'industrie de la pêche. Disons qu'il avait développé ses compétences de nageur dès son plus jeune âge. En 1942, à 30 ans, Poon Lim fut enrôlé dans la marine marchande chinoise pour travailler comme steward à bord du SS Ben Lomond, un navire britannique transportant des marchandises d'Asie du Sud-Est vers l'Australie. Mais l'inattendu frappa le 23 novembre 1942. Alors que le navire avançait tranquillement dans l'Atlantique, un sous-marin allemand décida de gâcher la journée. En un clin d'œil, le navire sombra dans les profondeurs de l'océan. Lim, qui n'avait jamais souhaité embarquer sur ce navire, attrapa un gilet de sauvetage et sauta par-dessus bord, tandis que le navire disparaissait sous les vagues. Il se retrouva au milieu de nulle part, seul avec pour compagnie les requins affamés. Heureusement pour lui, même si cela ne semblait pas être de la chance à ce moment-là, il trouva un radeau de sauvetage en bois à proximité. Lim allait devoir faire preuve d'une incroyable créativité. Il fabriqua un auvent à partir des matériaux du radeau pour se protéger du soleil et recueillit l'eau de pluie grâce à son gilet de sauvetage. La pêche devint essentielle. Il fabriqua des hameçons à partir de morceaux de métal et utilisa tout ce qu'il pouvait trouver comme appât. Ce ne fut pas facile pour lui, car il dut lutter contre le mal de mer, des températures extrêmes et la menace constante des requins. Il attrapa même des oiseaux de mer qui atterrissaient sur son radeau et utilisa leur sang pour étancher sa soif. L'épreuve de Lim dura 133 jours. Sa résilience fut mise à l'épreuve encore et encore, mais il persévéra, trouvant des moyens de survivre dans les conditions les plus dures. Comme dans un rêve devenu réalité, le 5 avril 1943, Poon Lim fut finalement secouru par des pêcheurs brésiliens. Son histoire fit immédiatement sensation à l'international et il devint un symbole de la survie contre toute attente. Inspiré par son expérience, il publia un manuel intitulé « Survival in the Open Sea », partageant ses leçons de survie avec le monde. Numéro 4. Z.
Vous savez à quel point la vie peut parfois vous surprendre? C'est exactement ce qui est arrivé à Z. À seulement 2 ans et demi, il se retrouva confronté à une situation bien trop grande pour lui. Par une soirée tranquille à la maison, une bougie allumée enflamma accidentellement sa literie. Ce fut un moment horrible qui lui causa de graves brûlures couvrant 80% de son petit corps. Les médecins étaient prêts à abandonner, pensant qu'il ne survivrait pas. Mais le petit Z n'était pas encore prêt à se laisser emporter. Il subit plusieurs interventions chirurgicales. Mais, contre toute attente, il sortit vivant de l'hôpital. Cependant, il dut s'adapter à des défis de taille, ayant perdu ses 2 mains, la vue, un orteil sur son pied droit et tous les orteils de son pied gauche. En grandissant, Z dut faire face à des moments difficiles. Il devint la cible de regards insistants et de moqueries. Imaginez un enfant entendant quelqu'un dire qu'il ressemble à un zombie, de quoi remettre en question son existence. Mais la mère de Z fut un pilier de soutien. Elle l'encouragea à s'accepter tel qu'il était. Aujourd'hui, Z a transformé son expérience en une source de motivation. Sa vie est devenue un phare d'espoir pour ceux qui affrontent des défis similaires. Numéro 3. Tammy Oldham Ashcraft. Dans les vastes eaux bleues de l'océan Pacifique, Tammy Oldham Ashcraft et Richard Sharp partirent ensemble pour une aventure en mer en septembre 1983. Le couple devait livrer un yacht de luxe nommé Asana du port de Papeete à Tahiti jusqu'à San Diego. Ce qui devait être un voyage de routine se transforma en véritable cauchemar. 3 semaines après le début de leur périple, Mère Nature avait d'autres plans. Tandis qu'ils profitaient de leur traversée paisible, une tragédie s'abattit sous la forme de l'ouragan Raymond. Tammy, une jeune femme de 23 ans, et son fiancé Richard, marin expérimenté, n'étaient pas étrangers à la mer. Richard avait d'ailleurs été engagé pour livrer le Asana avec Tammy à ses côtés. La vie semblait parfaite et ce voyage promettait d'être rempli de bonheur et de découvertes. Pendant les 2 premières semaines, la traversée fut tranquille. Les vagues douces et la vaste étendue apaisante du Pacifique offraient un moment de sérénité au couple. Mais le 12 octobre, cette quiétude fut interrompue par la tempête de catégorie 4 nommée Raymond. Des vagues de 12 mètres engloutirent le bateau et Richard ordonna à Tammy de se réfugier sous le pont. Les vents violents et les vagues déchaînées firent chavirer le yacht. Tammy entendit son fiancé crier juste avant d'être projeté violemment, ce qui lui causa une grave blessure à la tête. Inconsciente, elle resta dans cet état pendant près de 30 heures. Lorsqu'elle se réveilla, elle était seule. Tammy réalisa rapidement qu'elle devait non seulement trouver un moyen de survivre en mer sans terre à l'horizon, mais aussi faire face à l'idée que Richard avait probablement perdu la vie. Isolée sur un bateau en ruine, elle comprit qu'elle n'avait que peu d'options. Mais une chose était claire, elle devait se battre pour rester en vie. La blessure saignante à sa tête nécessitait des soins médicaux urgents, mais elle était loin de toute civilisation. Pendant 41 jours, l'océan devint son univers, un monde sans répit ni confort, uniquement entouré d'eau à perte de vue. Pourtant, Tammy refusa d'abandonner. Elle persévéra jusqu'au jour où, après plus d'1 mois à la dérive, elle aperçut enfin de la terre à l'horizon. Hilo, Hawaï. Ce fut la première terre ferme qu'elle vit depuis des semaines, marquant la fin de son calvaire. Numéro 2. Victoria Cilliers. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, prit un sens bien plus sombre dans la vie de Victoria Cilliers, un dimanche de Pâques en 2015. Ce qui semblait être une journée normale se transforma en une trahison choquante et une lutte pour sa survie. Victoria, une parachutiste expérimentée, décida de sauter en parachute à Wiltshire, en Angleterre, sous l'impression que son mari avait planifié cette sortie pour réparer leur mariage en crise. Mais alors qu'elle tombait d'une hauteur vertigineuse de 1200 mètres, Victoria réalisa rapidement qu'il y avait un problème. Elle tenta à plusieurs reprises d'ouvrir son parachute, mais en vain. D'abord peu inquiète, elle commença à paniquer lorsque son parachute de secours refusa également de s'ouvrir. À une vitesse de près de 100 km/h, il semblait que son sort était scellé. Pourtant, de manière miraculeuse, Victoria survécut à la chute, grâce à un champ nouvellement labouré qui amortit l'impact. Alors qu'elle pensait avoir vécu un simple accident tragique, la compagnie organisant le saut suspecta rapidement un acte criminel. Après une enquête approfondie, il fut révélé que le responsable n'était autre que son mari, Emil Cilliers. Victoria, d'abord réticente à croire que son époux pouvait vouloir la tuer, se remémora qu'une semaine auparavant, il avait tenté de l'asphyxier avec du gaz. Elle lui avait même envoyé un message en plaisantant « Tu essaies de me tuer ?» Il fut découvert qu'Emil avait des dettes importantes et espérait récupérer l'argent de l'assurance vie de sa femme. Après un long procès, Emil Cilliers fut reconnu coupable de tentative de meurtre en mai 2018 et condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 18 ans de détention. Numéro 1. Hugh Glass.
Tout commença lorsque Hugh Glass croisa une femelle grizzly accompagnée de ses petits alors qu'il cherchait l'expédition de la Ashley Fur Company près de l'actuelle ville de Lemon. L'ours le laissa dans un état critique. Une jambe cassée, le cuir chevelu arraché, la gorge perforée et de nombreuses contusions. Qui aurait pu survivre à cela? Croyant qu'il était sur le point de mourir, les chefs de l'expédition ordonnèrent à John Fitzgerald et Jim Bridger de rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Mais ces deux hommes avaient une autre idée en tête, qui n'impliquait pas de veiller sur un mourant. Convaincus que Glass était condamné, ils décidèrent de gérer la situation à leur manière. Ils le déposèrent dans une tombe peu profonde et prirent ses armes, son couteau et son matériel de feu. Après tout, de quoi un homme mort aurait-il besoin? Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Glass était loin d'être mort. Il se préparait plutôt à entamer son incroyable parcours de survie. Avec une volonté de vivre hors du commun, Glass reprit lentement son souffle et réalisa qu'il avait été abandonné. Puis, petit à petit, il commença à marcher en direction de Fort Kiowa, situé à plus de 300 km de là. En chemin, il mangea tout ce qu'il pouvait trouver, des baies, des insectes, tout ce qui pouvait le maintenir en vie. On pourrait penser qu'il aurait abandonné, mais chaque pas douloureux qu'il faisait était motivé par une seule pensée, la vengeance. Glass était déterminé à retrouver les hommes qu'il avait laissés pour morts et à leur faire payer leur trahison, que ce soit par des paroles ou par ses poings. Des semaines plus tard, lorsqu'il arriva enfin à Fort Kiowa, ressemblant davantage à un zombie qu'à un homme, sa première question fut de savoir où se trouvaient ses anciens amis. Lorsqu'il les trouva, disons simplement qu'ils furent plus que surpris de voir Hugh Glass bien vivant et clairement pas prêt à pardonner ni à oublier.